Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je vous remercie de nous avoir rejoints aussi nombreux ce matin sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation de la Gazette des communes. Donc, comme on peut le voir sur la slide suivante, la Gazette des communes, au-delà du magazine que vous connaissez sans doute bien, c'est aussi plus de 150 formations en management public, en ressources humaines, en gestion locale, en numérique, en marché public. Et puis, c'est un organisme qui est depuis plusieurs années maintenant agréé pour la formation des élus locaux. Et c'est en ce sens notamment que nous avons développé, comme on peut le voir sur la slide d'après, Élu Academy, donc une plateforme totalement en ligne, une solution de e-learning destinée à la formation des élus locaux. Et cette plateforme a une ambition double, aider les collectivités à remplir leurs obligations de formation des élus et puis surtout, aider les élus à se former de manière efficace et souple, avec un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, donc un accès vraiment adapté au rythme de vie d'un élu, et puis un accès illimité à tous les contenus disponibles sur cette plateforme. Ce sont plus de 40 heures de formation auxquelles vous avez accès dès votre première connexion. Donc nous sommes ce matin en compagnie du cabinet Adaltis, qui est un cabinet spécialisé en droit public et qui est basé à la fois à Lyon, mais aussi à Paris, à Bordeaux, à Marseille, à Rennes, ainsi qu'en Chine, puisqu'ils sont présents à Pékin et à Shanghai. Donc nous recevons Gilles Le Châtelier, qui est avocat associé et président d'Adaltis, et Simon Ray, qui est avocat associé au sein de ce même cabinet. Ils animent à nos côtés plusieurs formations, dont le carton, on va dire, de cette année autour de l'organisation des élections professionnelles qui auront lieu en décembre prochain et dont les prochaines sessions se déroulent en juillet et en septembre. Et c'est un thème sur lequel ils reviendront lors du prochain webinaire qui aura lieu le 5 juillet, donc autour de ce thème. Mais aujourd'hui, donc, ils vont nous conduire à travers l'ordonnance qui réforme les règles de la publicité et qui s'appliqueront dans moins d'un mois, puisque la date d'entrée en vigueur est fixée au 1er juillet prochain. Donc, je vais leur laisser la parole. N'hésitez pas tout au long du webinaire à utiliser le petit module questions que vous avez à travers un petit point d'interrogation et je leur relayerai en fin d'intervention. Donc, je vous souhaite un très bon webinaire à tous et messieurs, je vous laisse la parole. À tout à l'heure. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors, il me revient de commencer cette présentation par un rappel de la genèse de l'ordonnance et du décret du 7 octobre 2021. Ensuite, on abordera la question de la conservation des actes, puis la question du procès-verbal de la séance. On verra que l'ordonnance a mis un terme à la présence, enfin à l'obligation ou à l'existence du compte-rendu, mais qu'il lui a été suppléé de nouvelles obligations. C'est la fin aussi du recueil des actes administratifs. On s'intéressera ensuite aux nouvelles modalités de publication des actes des collectivités, puis bien évidemment aux modalités de transmission aux représentants de l'État, avec enfin un très rapide point sur les règles particulières applicables en matière de publication des documents d'urbanisme, étant entendu que ces règles, elles, s'appliqueront au 1er janvier 2023, contrairement à l'ensemble des autres règles de l'ordonnance et du décret du 7 octobre 2021, qui, elle, comme ça a été rappelé en introduction, s'applique dès le 1er juillet prochain. Alors, deux mots d'abord de la genèse de l'ordonnance et du décret. Peut-être pour rappeler deux éléments de contexte. D'abord, le fait que les textes en matière d'actes des collectivités, et notamment tout ce qui avait trait, je dirais, au rendu compte des déroulements des séances des organes délibérants, donnaient lieu à des règles parfois peu lisibles, peu compréhensibles, et que depuis longtemps, les praticiens appelaient à une clarification de ces règles. Et puis, deuxième point, sur les règles cette fois de publicité, même si notamment la loi NOTRe faisait figurer déjà certaines dispositions sur ce sujet, la question de la numérisation
alors même que, s'agissant de l'État, ce sujet, lui, avait connu des avancées majeures dans les dernières années, notamment avec la dématérialisation du journal officiel à compter du 1er janvier 2016, pour les actes des collectivités territoriales, et alors même que la pratique allait dans le sens de la numérisation, manquait une reconnaissance textuelle claire de ce qui pouvait désormais transiter en termes de publicité via les canaux numériques. Alors, à cet effet, la loi engagement de proximité du 27 décembre 2019 avait habilité le gouvernement à légiférer par ordonnance. C'était l'article 78 de la loi pour traiter effectivement de ces sujets et moderniser, simplifier, clarifier et harmoniser les règles et les formalités de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes des collectivités et de leurs groupements. Alors, la durée d'habilitation a été étendue puisque, comme vous le savez, l'intervention du Covid a souvent amené à l'extension de ces règles d'habilitation et n'ont donc été publiées que le 9 octobre 2021. L'ordonnance, donc 2021-1310 du 7 octobre 2022 et son décret d'application, le décret numéro 2021-1311, qui sont donc du même jour et qui ont donc été publiés en même temps, ce qui, pour les commentateurs que nous sommes, facilite la tâche puisque ça évite les habituelles remarques sur la loi dit ça et on verra ce que le décret d'application en dira. Là, coup de chance pour tout le monde, le décret d'application est intervenu en même temps que l'ordonnance. Comme je l'indiquais précédemment, ces règles s'appliquent donc à compter du 1er juillet 2022, donc c'est vraiment maintenant du très très court terme, sauf pour les règles concernant les documents d'urbanisme, pour lesquels la date d'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions a été fixée au 1er janvier 2023. Donc, merci Gilles. Pour continuer, on va maintenant prendre dans le déroulé les différentes mesures prévues. Petite précision, hein, c'est bien l'ordonnance et le décret du 7 octobre 2021 et non pas 2022 comme indiqué dans le support, hein, petite coquille de notre part. Donc, on va rentrer maintenant dans le contenu précis de cette réforme qui, comme on le verra, hein, sur certains aspects, est intéressante puisqu'elle fait évoluer certains volets, mais sur d'autres, on le verra, hein, elle aurait pu aller un peu plus loin. Il y a un peu des volets un petit peu décevants. Premier type de mesures qui sont apportées par l'ordonnance et le décret est relative à la conservation des actes des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes dits fermés. Ici, les départements et les régions ne sont pas concernés puisque c'est des dispositions particulières qui ne s'appliquent que pour ces structures. Petit rappel tout d'abord des choses qui n'ont pas changé. Comme vous le savez, les communes, leurs EPCI et les syndicats mixtes fermés ont l'obligation de conserver certains de leurs documents, hein, les délibérations, mais également les actes de l'exécutif au sein de registres particuliers qui sont soumis aux mêmes règles formelles. Hein, et il s'agit, comme vous le savez, hein, du registre des délibérations, hein, qui doit permettre de conserver l'ensemble des délibérations, mais également, attention, je le rappelle, des actes pris par l'exécutif par délégation de l'organe délibérant, donc toutes les délégations d'attribution consenties par le conseil municipal au maire ou par le conseil communautaire au président doivent être tracées dans le cadre de ce registre des délibérations. Également, un autre registre qui est le registre des actes de l'exécutif, ici qui a vocation à retracer l'ensemble des actes pris par le maire ou le président, si on est dans le cadre d'un EPCI, mais également par les adjoints et ou les vice-présidents dans le cadre des délégations de fonctions ou de signature qui pourraient leur être consenties par le maire ou le président. Donc, ces deux registres peuvent être regroupés au sein d'un document unique. Là, c'est au choix et aux fonctions des pratiques. Hein. Ça peut être deux documents distincts ou un document unique qui est soumis à un certain nombre de formalités particulières à respecter, puisque les délibérations doivent, au sein de ce registre,
recevoir un numéro d'ordre à l'intérieur de la séance et être également coté et paraphé par le maire ou le président avec un certain nombre de formalismes à respecter. Je vous épargnerai le détail pour ne pas alourdir l'exposé, dispositions qui n'ont pas changé, qui n'ont pas modifié, et ce registre qui doit être relié obligatoirement en fin d'année, sauf pour les collectivités de moins de 1000 habitants, pour lesquelles elles ont cette obligation de reliure de ces différents registres tous les 5 ans. Ce registre des délibérations doit également mentionner la convocation à la séance de l'organe délibérant. Cette règle n'a pas été modifiée par la réforme, donc c'est pour ça qu'on vous le rappelle ici. Et là-dessus, il est important de préciser la position du juge administratif sur l'importance de ces registres, puisque le juge administratif considère que les mentions factuelles du registre des délibérations, et notamment la mention relative à la convocation de l'organe délibérant, font foi jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est une décision très importante du Conseil d'État de 2016 qui, comme vous le saviez auparavant, l'envoi des convocations afin d'apporter la preuve de l'envoi que les élus de l'organe délibérant avaient bien été convoqués, il fallait se positionner, envoyer, en recommander avec accusé de réception les convocations, suite à la modification de la loi engagement et proximité avec un accusé de réception d'envoi des convocations numériques. Mais cette jurisprudence a l'importance et permet maintenant de considérer que c'est au requérant qui se prévaut d'un défaut de convocation de démontrer que les élus concernés n'ont pas reçu une telle convocation. Et c'est pour ça que cette jurisprudence est très importante en la matière, qui fait état de l'importance du contenu du registre des délibérations. Ces dispositions, comme je vous le disais, ne concernent que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, EPCI ou syndicats mixtes fermés. Les départements, régions, eux, n'ont pas l'obligation de tenir un tel registre, même si, en pratique, parfois, on se rend compte que certains départements ou certaines régions le font, mais on n'a pas d'obligation formelle en la matière. Donc maintenant, je vous propose de voir quelles sont les nouvelles règles qui s'appliqueront au 1er juillet 2022 et qu'il convient d'anticiper par les différentes collectivités concernées. Première modification, l'ordonnance et le décret d'application mettent fin à l'obligation de signature des délibérations au sein du registre par l'ensemble des membres de l'organe délibérant présent. Vous allez me dire la bonne affaire, la jurisprudence avait déjà admis en la matière que l'absence de ce formalisme de signature ne pouvait pas entacher d'illégalité la délibération. Toutefois, c'est toujours mieux de le prendre en compte et c'est pour ça que le législateur, par voie d'ordonnance, est venu consacrer cette position jurisprudentielle en mettant fin à l'obligation de signer l'ensemble des délibérations par les membres de l'organe délibérant. Désormais, l'ordonnance prévoit que seul le maire ou le président, en cas de PCI ou de syndicat mixte fermé, mais également le ou les secrétaires de séance, devront signer ces délibérations. Donc, on simplifie sur qui doit signer ces délibérations. Également, suppression de l'obligation de mentionner dans le registre des délibérations le nom des votants et le sens de leur vote en cas de scrutin public. Je vous rappelle que dès lors qu'on était dans l'hypothèse d'un scrutin public demandé par un quart des membres de l'organe délibérant pour une commune, on devait retranscrire dans le registre des délibérations le nom des votants et le sens du vote de chacun. Cette formalité ne disparaît pas puisqu'elle est en fait transférée du registre des délibérations, on le verra tout à l'heure, au procès-verbal des délibérations. Donc c'est pour tenir compte de ce transfert de ces mentions dans le procès-verbal des délibérations qu'on supprime cette mention du registre des délibérations. Également, attention, on maintient l'obligation d'un registre papier. Toutefois, et c'est là où c'est intéressant, l'ordonnance permet d'instaurer à titre complémentaire un registre numérique. Attention, et c'est là où peut-être que l'ordonnance n'est pas allée assez loin, elle ne permet pas de remplacer le papier par le numérique, puisque le registre numérique vient en plus du registre papier. Donc on est bien à avoir les deux si on va sur le volet numérique. Et vous allez me dire, mais quel intérêt
d'avoir prévu un registre numérique si on est toujours contraint de faire un registre papier. L'intérêt du registre numérique est quelque part sur l'allègement, vous allez voir, du formalisme de signature des différentes délibérations, puisque l'ordonnance prévoit que dès lors qu'on a mis en place un registre numérique, en plus du registre papier, la signature manuscrite du maire ou du président et des secrétaires de séance ne peut être envisagée qu'une seule fois par séance et pour l'intégralité de la séance et non pas délibération par délibération. Pourquoi? Parce que en cas de registre numérique, chaque délibération sera signée par le maire ou le président et les secrétaires de séance de manière numérique, donc de manière électronique, où vous allez avoir une signature beaucoup plus facile de l'ensemble de ces délibérations. Et donc, c'est pour ça que la logique de la signature papier manuscrite du registre papier ne peut alors être envisagée que pour l'ensemble de la séance. Donc, ce qui permet d'alléger ce formalisme papier, d'où l'intérêt, on le voit très bien, de mettre en place ce registre numérique qui peut-être, on le verra dans les années qui viennent, peut-être qu'in fine, le législateur, à un moment donné, franchira le pas et peut-être basculera dans le tout numérique. L'inverse, autrement dit, c'est en l'absence de registre numérique, on doit bien avoir une signature manuscrite par le maire ou le président et les secrétaires de séance pour chaque délibération qui figurera dans le registre papier. Mais donc, voilà l'intérêt de ce registre numérique. De même, l'ordonnance et le décret confirment que la tenue du registre des actes de l'exécutif est soumise aux mêmes règles que celles du registre des délibérations. Là-dessus, pas de nouveauté, c'est juste rappelé de manière un peu plus formelle, et que ces deux registres peuvent faire l'objet d'un registre unique, comme je vous l'évoquais. Au sein du registre des délibérations, on aura les actes de l'exécutif. Donc voilà sur ces règles de conservation des actes. Deuxième modification importante de la réforme, c'est sur le procès-verbal de la séance. Pour bien comprendre les apports, je vous propose de revenir sur un petit peu les dispositions antérieures qui s'appliquaient. Ici, sur le procès-verbal de la séance, on avait des règles disparates, différentes entre les communes, les EPCI, les syndicats mixtes fermés d'une part, et les départements régions d'autre part. Puisque pour les communes et les EPCI, on était sur l'absence de dispositions légales ou réglementaires sur le contenu de ces PV et sur ses modalités d'adoption. Autrement dit, on était assez libre sur comment adopter ce procès-verbal ou quel contenu on devait apporter dans celui-ci. On pouvait toutefois prévoir dans le règlement intérieur imposer un formalisme particulier. Par exemple, on pouvait prévoir dans le règlement intérieur que le procès-verbal de la séance devait faire l'objet d'une adoption lors de la séance suivante et préciser son contenu. Soit dit en passant, en pratique, beaucoup de collectivités procèdent de la sorte, approbation du procès-verbal de la séance lors de la séance suivante, mais en l'état du droit, vous verrez, ça va évoluer en la matière, mais on n'avait pas d'obligation légale ou réglementaire de confirmer, à mon sens, cette bonne pratique. Ce document qui a été établi et signé par le secrétaire de séance a été joint aux délibérations transmises en préfecture et on le verra, l'intérêt de ce procès-verbal, c'était sur les éléments qu'il contenait pour, en cas de contentieux, éclairer sur les débats, l'intention de la collectivité sur le sens des décisions en termes de preuves en cas de contentieux, ça s'avérait très utile. Mais j'y reviendrai. Pour les départements et pour les régions, à l'inverse, la loi imposait quand même un contenu minimal de ce procès-verbal, puisque la loi imposait que le procès-verbal pour un département-région devait contenir les rapports, le nom des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leur opinion dans ce cadre-là. Plus, en cas de scrutin public, le nom des votants et le sens de leur vote. Également, la loi prévoyait le modus operandi d'adoption de ce procès-verbal, puisque le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, devait être arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire de séance.
Donc, l'intérêt de ce procès-verbal, comme je vous le disais, c'est les éléments du procès-verbal font foi jusqu'à preuve du contraire, donc ce qui permet en cas de contestation d'avoir des éléments de preuve. Parfois, on est un petit peu court sur le contenu, donc c'est toujours utile d'avoir ce type de disposition. Et également, il permet de connaître les prises de position des élus lors des séances qui parfois peuvent revêtir une certaine importance pour certains élus pour faire état des propos qu'ils ont tenus dans le cadre de la séance de l'organe délibérant. Également, toute personne physique ou morale avait le droit à communication des procès-verbaux. Donc, comme vous le voyez, on avait un état du droit différent entre communes, EPCI, syndicats mixtes fermés et départements-régions avec des règles assez peu contraignantes. Et donc, c'est en cela que l'ordonnance et le décret du 7 octobre 2021 sont venus préciser le contenu, mais également le mode d'adoption du procès-verbal et sa publicité. Donc, maintenant, je vous propose de voir les règles applicables à compter du 1er juillet 2022, règles qui, j'insiste, seront identiques pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes fermés, les départements et les régions. Ici, que prévoit l'ordonnance? Tout d'abord, l'ordonnance prévoit un contenu obligatoire du procès-verbal. Donc, c'est des éléments qui, pour nous, étaient des éléments qui devaient déjà figurer dans le cadre du procès-verbal, et c'était notre position en la matière, mais c'est toujours mieux. Ici, on n'a plus de marge de manœuvre, c'est une obligation légale à intervenir. Donc, on doit indiquer tout d'abord la date et l'heure de la séance, le nom des présents des membres de l'organe délibérant, présents ou représentés, et du ou des secrétaires de séance, les règles de quorum, est-ce que le quorum était réuni pour chacune des délibérations, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, est-ce qu'on a eu un scrutin secret, une demande de scrutin secret, une demande de scrutin public, et en cas de scrutin public, ici préciser le nom des votants et le sens de leur vote. Donc c'est pour ça ici, pour les départements-régions, la règle ne change pas, mais pour les communes, les EPCI et les syndicats mixtes fermés, ces éléments qui devaient figurer dans le registre des délibérations, maintenant, devront être intégrés dans le procès-verbal de la séance. Et également, bien évidemment, la teneur des discussions au cours de la séance. Donc, vous voyez un contenu minimum obligatoire qui pourrait éventuellement être complété dans le cadre du règlement intérieur si cela était voulu par la collectivité. Également, la loi vient préciser les modalités d'adoption de ce procès-verbal, puisque désormais, la loi a prévu quelque part l'application de la règle qui s'appliquait pour les départements et les régions, puisque le procès-verbal de la séance est rédigé par le ou les secrétaires de séance, qui sont des élus, ce ne sont pas les auxiliaires des agents qui interviennent, mais c'est bien les élus, et est arrêté au commencement de la séance suivante. Il est signé par le maire et le président, ainsi que par le ou les secrétaires de séance. Sur la publication de ce procès-verbal, il est prévu que celui-ci doit être publié dans la semaine qui suit la séance qui est venue approuver le procès-verbal sous forme électronique, de manière dématérialisée sur le site internet de la collectivité lorsque celui-ci existe, et à défaut de site internet, bien évidemment, un exemplaire papier devra être conservé et mis à disposition du public ici si la collectivité, en tout état de cause, et se constituera le mode de diffusion du procès-verbal en l'absence de site internet de la collectivité. Élément également de publication supplémentaire si vous êtes un EPCI, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte fermé, puisque, vous le savez, dans le cadre de la loi engagement et proximité, le législateur est venu prévoir, dans une logique de démocratisation des informations de l'organe délibérant, qui, en pratique, vous ne me ferez pas mentir en disant que ça constitue un petit peu une usine à gaz pour les EPCI et les syndicats mixtes fermés, la nécessité de communiquer aux élus municipaux non conseillers communautaires dans le cadre d'un EPCI à fiscalité propre ou aux membres de l'organe délibérant
d'un des membres d'un syndicat mixte fermé non membre du comité syndical un certain nombre d'informations. Notamment, comme vous le savez, la convocation à la séance doit être communiquée à ces élus qui ne participent pas à l'organe délibérant avant la séance. Et la loi, initialement, prévoyait qu'à l'issue de la séance, il fallait transmettre le compte-rendu de la séance à ces élus. La loi, Gilles vous l'exposera tout à l'heure, supprime le compte-rendu et remplace la transmission de la liste des délibérations dans ce cadre-là, mais également ajoute le procès-verbal de la séance. Donc cela veut dire qu'en plus de la publication sur le site internet de la collectivité dans la semaine qui suit l'adoption du procès-verbal, il faudra également le transmettre, ce procès-verbal, dans le mois qui suit l'approbation de ce procès-verbal aux élus municipaux non conseillers communautaires dans le cadre d'un EPCI à fiscalité propre, dans le cadre des informations transmises à l'issue de la séance. Bien évidemment, l'exemplaire original du procès-verbal devra être établi sur papier ou support numérique et conservé dans des conditions à garantir sa pérennité. Donc, si on fait une petite frise chronologique pour illustrer un petit peu ces différents éléments de communication, de publication du procès-verbal, ça veut dire que si vous avez une séance le 10 juin prochain et une autre séance le 8 juillet 2022, donc c'est lors de cette séance du 8 juillet 2022 qu'en début de séance, vous allez approuver le procès-verbal de la séance du 10 juin 2022. Dans la semaine qui suit, le 8 juillet 2022, donc c'est-à-dire dans la semaine du 11 au 17 juillet 2022, il faudra publier le procès-verbal de la séance du 10 juin 2022 qui a été approuvé lors de la séance du 8 juillet 2022. Et également pour les EPCI et les syndicats mixtes fermés, avant le 8 août 2022, il faudra transmettre ce procès-verbal par voie numérique aux conseillers municipaux, non conseillers communautaires, ou pour un syndicat mixte fermé, aux élus, aux membres de l'organe délibérant du membre siégeant au sein du syndicat mixte fermé, qui ne siège pas, pardon, au sein du comité syndical du syndicat mixte fermé. Donc voilà un petit peu le processus de publication du procès-verbal. Donc ici, on vous a mis un petit document de synthèse pour comparer en matière de procès-verbal ce qui s'appliquait avant le 1er juillet 2022 et ce qu'il conviendra de mettre en œuvre à compter du 1er juillet 2022. Donc potentiellement de nombreux changements pour des collectivités puisque parfois certaines collectivités pour leur procès-verbal, comme on n'avait pas de formalisme particulier, se limitaient par exemple à un enregistrement de la séance du conseil municipal ou du conseil communautaire. On n'avait pas de formalisme papier particulier. Pour ces collectivités, pour anticiper, il faudra avoir ce formalisme un petit peu précis et ancré désormais pour les collectivités qui ne le faisaient pas, l'adoption de ce procès-verbal au début de la séance suivante. Il faudra voir peut-être, dans le cas de la jurisprudence, si vous ne faites pas ce formalisme-là, quelles seraient les sanctions derrière. Il faudrait tout d'abord qu'on considère que le procès-verbal de séance constitue un document administratif faisant grief pouvant faire l'objet d'une contestation, ce qui, à notre sens, est loin d'être évident, pour ne pas dire n'est pas le cas. Mais il faut vraiment prendre ces éléments comme des outils d'information, de contenu supplémentaire qui, en cas de contestation d'une délibération concernée, vous permet d'apporter un certain nombre d'éléments de preuve dans le cadre d'un contentieux éventuellement ultérieur. Sur le compte-rendu, Gilles, je te laisse la main. Oui, merci Simon. Alors, s'agissant du compte-rendu, là aussi, c'est un document qui disparaît et auquel se supplée désormais l'obligation d'affichage de la liste des délibérations pour les communes, les EPCI et les syndicats mixtes fermés. Alors, très rapidement, l'état du droit actuel, puisque, encore une fois, les règles nouvelles ne s'appliquent qu'à compter du 1er juillet, le contenu du compte-rendu était fixé par les dispositions de l'article L2121-25 du Code général des collectivités territoriales. Le texte ne définissait pas d'ailleurs quel était exactement le contenu et à notre sens,
enfin, sauf à vider complètement de sa portée l'obligation de compte rendu telle qu'elle existait auparavant, il fallait au moins indiquer la nature de l'ensemble des questions abordées lors de la séance et permettre d'apprécier la portée et le sens des décisions adoptées. Les modalités de publication étaient les suivantes. Le compte-rendu devait être affiché sous huitaine et mis en ligne sur le site internet dans l'hypothèse où la collectivité en disposait. Il ne s'agissait toutefois pas de la publication du texte complet des délibérations, qui, lui, est prévu à l'article L2131-1 du Code général des collectivités territoriales et qui est, comme vous le savez, s'agissant des principes généraux applicables, une condition de l'entrée en vigueur des textes. Pour les EPCI et les syndicats mixtes fermés, dans le mois suivant la séance de l'organe délibérant, le compte-rendu de la séance devait être transmis par voie dématérialisée aux conseillers municipaux qui n'étaient pas conseillers communautaires ou aux membres de l'organe délibérant d'un membre d'un syndicat intercommunal ou syndicat mixte fermé, non membre également du comité syndical du dit syndicat. C'était les dispositions de l'article L5211-40-2 du Code général des collectivités territoriales. La jurisprudence avait néanmoins apporté cet élément de simplification en jugeant que le procès-verbal pouvait valoir compte rendu de la séance. Alors, quelles sont les nouvelles règles applicables à compter du 1er juillet 2022 ? C'est très simple, c'est la suppression du compte-rendu qui est remplacé par l'obligation désormais de publier les délibérations examinées par l'organe délibérant. Dans un délai d'une semaine qui suit la séance, l'organe délibérant, la collectivité doit afficher à son siège et mettre en ligne sur son site internet, s'il existe, la liste des délibérations examinées par l'organe délibérant. Pour les EPCI et les syndicats mixtes fermés, la suppression du compte-rendu et son remplacement donc, par la publication de la liste des délibérations est prise en compte et l'article L5211-40-2 du Code général des collectivités territoriales est révisé en ce sens. Donc, dans le mois qui suit la séance de l'organe délibérant, la liste des délibérations doit être donc transmise par voie dématérialisée aux conseillers municipaux qui ne seraient pas conseillers communautaires ou également aux membres de l'organe délibérant d'un membre d'un syndicat non membre du comité syndical. C'est en fait les mêmes règles de destinataire, mais en fait le texte prend simplement en compte la substitution de la publication de la liste des délibérations à l'ancien compte-rendu. Pour rappel, le procès-verbal des délibérations devra également leur être transmis dans un délai d'1 mois suivant la séance au cours de laquelle le dit procès-verbal a été arrêté. Donc, lorsqu'on parle de simplification, remplacer le compte-rendu de séance par la liste des délibérations, je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment sur une logique de simplification. Autre modification sur le recueil des actes administratifs, et là on commence à toucher le cœur de la réforme, qui est les modalités de publication des actes des collectivités, on le verra juste après, mais pour tenir compte de cette réforme globale, des modalités de publication des actes des collectivités, tout d'abord, l'ordonnance a mis fin au fameux recueil des actes administratifs. Tout d'abord, un petit rappel des dispositions intérieures pour bien comprendre l'apport de cette modification. C'est que pour les communes de plus de 3500 habitants et plus, les EPCI comprenant une commune de 3500 habitants et plus, les départements et les régions, pour ces collectivités-là, le dispositif des actes réglementaires de l'organe délibérant, mais également de la commission permanente et de l'exécutif devait être publié dans ce qu'on appelait ce recueil des actes administratifs, qui avait une périodicité différente en fonction des collectivités, trimestrielle pour les communes, semestrielle pour les EPCI, mensuelle pour les départements et les régions. Donc ce recueil était mis à disposition du public au siège de la collectivité et celle-ci devait informer le public dans un délai restreint, à 24 heures, après cette publication, de la mise à disposition du recueil par affichage au siège de la collectivité. De plus, ce recueil pouvait faire l'objet d'une diffusion sous format papier
effectuée à titre gratuit ou dans le cadre de vente de numéros de ce recueil qui compilait l'ensemble des actes réglementaires des collectivités concernées. Comme on va le voir juste après, tout ce mécanisme de publication a été réformé et on n'a plus cette logique de recueil administratif des actes des collectivités. Donc, ce recueil est purement et simplement supprimé pour mettre en place des modalités unifiées, on va le voir, entre collectivités, des modalités de publication des actes des collectivités territoriales. Donc, je vous propose d'évoquer cet élément qui est le cœur de cette réforme sur les nouvelles modalités de publication des actes des collectivités hors des documents d'urbanisme, puisque ici, il y a des règles particulières qui ont été prévues, Gilles vous l'exposera tout à l'heure, et qui, celles-ci, entrent en vigueur au 1er janvier 2023. Donc ici, on est bien sûr les règles qui s'appliqueront à compter du 1er juillet prochain, qui harmonisent et simplifient les modalités de publicité communes aux différentes collectivités. Pas tout à fait, on va devoir encore distinguer certaines collectivités, mais on va y revenir. Donc, tout d'abord, premier type de décision, les décisions dites individuelles. Donc, lorsque les collectivités adoptent des décisions individuelles, en la matière, on n'a pas de modification des modalités de publication, puisque celles-ci devront faire l'objet d'une notification aux personnes qui en font l'objet. C'était la règle applicable jusqu'à présent. On n'a pas de modification sur ce volet. Donc, bien une notification aux personnes intéressées des décisions individuelles. La modification concerne les autres décisions, c'est-à-dire les décisions qui ne sont pas individuelles. Donc, par simplicité, on va parler de décisions non individuelles, c'est-à-dire les décisions réglementaires, mais également les décisions d'espèce, c'est-à-dire les décisions qui ne sont ni réglementaires ni individuelles, pour lesquelles les modalités de publication diffèrent selon la collectivité concernée. Donc, pour ces décisions non individuelles, concernant tout d'abord, quelles sont les règles pour les départements, les régions, les communes de 3500 habitants et plus, les EPCI à fiscalité propre, c'est-à-dire communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine, métropole, les syndicats mixtes dits ouverts, c'est-à-dire les syndicats mixtes qui sont composés notamment de départements et de régions, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales. Pour l'ensemble de ces structures, l'ordonnance a prévu une règle de simplification assez importante, puisque l'ensemble des décisions non individuelles doivent, par principe, être publiées de manière électronique sur le site de la collectivité. Donc, on est sur une publication électronique sur le site de la collectivité, bien évidemment sous un format non modifiable, donc un PDF protégé, dans des conditions propres, en assurer leur conservation et à garantir l'intégralité, en intégralité, et effectuer leur téléchargement. Donc, il va falloir réfléchir, mais de certaines collectivités l'ont déjà fait, sur le site internet de certaines collectivités, vous avez déjà, on a déjà anticipé ce modus operandi, mais il faudra avoir une logique de tri, comment on va classer les différents actes non individuels adoptés dans ce cadre-là, il faudra également que cette publication comporte la mention en caractère lisible du nom et du prénom ainsi que de la qualité de leur auteur et la date de mise en ligne de l'acte sur le site de la collectivité, puisque c'est bien cette date de mise en ligne qui induira, on le verra en fonction de la transmission en préfecture, le déclenchement des délais de recours contentieux. Donc, ce sont des éléments assez importants à préciser. Également, le texte prévoit que la mise à disposition de l'acte doit être permanente et gratuite. C'est là où on a un petit peu une divergence entre le contenu de l'ordonnance et du décret d'application, puisque le décret prévoit que la mise à disposition de l'acte doit être permanente et gratuite. Or, le décret, dont l'article R 2131-1, prévoit que la durée de publicité de l'acte ne peut être inférieure à 2 mois. On comprend ce que veut dire le texte, puisqu'il faut à minima conserver 2 mois pour purger le délai de recours contentieux contre la décision. Par contre, 2 mois, ce n'est pas permanent et gratuit.
et qu'on sait que certains actes peuvent faire l'objet d'exceptions d'illégalité, c'est-à-dire on peut, lors de décisions d'application, on peut venir exciper de l'illégalité d'une délibération, d'une décision adoptée. Donc, à notre sens, il faut plutôt prévoir une publication permanente conforme aux dispositions de l'ordonnance. Donc ça, c'est le principe, comme vous l'avez vu, une publication électronique sur le site de la collectivité qui va impliquer pour les collectivités d'anticiper, pour celles qui ne l'ont pas fait, de manière informatique pour mettre en œuvre ce modus operandi. Toutefois, à toute règle est prévue une exception. L'ordonnance prévoit une exception en cas d'urgence, c'est-à-dire si de manière urgente, vous n'avez pas le temps de dématérialiser votre délibération, par exemple, et de la mettre sur le site Internet, et qu'il convient de publier l'ordonnance pour que celle-ci puisse entrer en vigueur et produire des effets, l'ordonnance a prévu qu'il est possible, en cas d'urgence, de prévoir un affichage au siège de la collectivité en lieu et place de cette publication numérique qui va permettre l'entrée en vigueur de l'acte, sous réserve bien évidemment de sa télétransmission en préfecture. Toutefois, attention, il faudra dans les meilleurs délais procéder quand même à une publication sous format électronique de cet acte. Pourquoi? Parce que le délai de recours contentieux ne commencera à courir qu'à compter de la publication numérique sur le site Internet de la collectivité. Autrement dit, votre publication par affichage qui est admise pour que l'acte entre en vigueur de manière dérogatoire ne permet pas de faire courir, de déclencher le délai de recours contentieux. C'est pour ça qu'il faudra, en tout état de cause, prévoir cette publication numérique pour le permettre. De plus, et ici l'ordonnance dans le cadre pour lutter contre la fracture numérique et prendre en compte que potentiellement certains administrés n'ont pas accès à Internet ou n'ont pas d'ordinateur pour obtenir ces différentes décisions, il est prévu qu'en cas de demande de transmission d'un acte publié sous format électronique, que l'exécutif doit transmettre sous format papier, sauf demande abusive, c'est-à-dire si on a une demande répétée d'un même acte par un administré un peu chevronné, selon les procédures prévues par le code, le CRPA, le Code des relations entre public et administration, sur les modalités notamment de coût de communication de ces différents documents. Voilà pour les départements, régions, les communes de 3500 habitants, les EPCI à fiscalité propre, syndicats mixtes ouverts et les autres institutions. Pour d'autres collectivités, c'est-à-dire pour les communes de moins de 3500 habitants, les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes dits fermés, l'ordonnance a prévu une règle dérogatoire, puisqu'elle a pris en compte qui généralement sont des collectivités moins structurées en termes de ressources informatiques, et donc peut-être ça va être plus compliqué pour elles de procéder et de prendre en compte cette tout numérisation de leurs actes. L'ordonnance a prévu que pour ces collectivités particulières, la publication des décisions non individuelles pouvait faire l'objet d'une option décidée par l'organe délibérant. Par exemple, le conseil municipal d'une commune de moins de 3500 habitants pouvait délibérer pour choisir l'une des options suivantes de publicité. Donc, elle pourrait soit, première option, décider de l'affichage au siège de la collectivité, donc maintien de la règle actuelle, donc toujours au siège de la collectivité sur les panneaux d'affichage, vous procédez à la publication des différents actes adoptés. Soit, deuxième option, possibilité de prévoir une publication papier, c'est-à-dire on n'est pas dans le cadre d'un affichage, on conserve les actes au sein de la collectivité et on les met à disposition du public de manière permanente et gratuite. Soit, troisième option, on décide de mettre en œuvre cette publication électronique selon les modalités que je vous ai évoquées juste avant. Et donc, attention, c'est là où c'est important, c'est que le choix de l'organe délibérant peut être modifié à tout moment, mais vous devez faire un choix puisque, à défaut de choix, c'est la publication électronique qui s'appliquera. Donc, à défaut de délibération, vous devrez publier de manière électronique. Et donc, si vous ne le faites pas, un gros risque, à notre sens, c'est que les délais de recours contentieux ne courent pas. Donc, pour les collectivités ne voulant pas d'une publication électronique
au 1er juillet 2022, donc pour les communes de moins de 3500, les syndicats intercommunaux et les syndicats mixtes fermés qui ne veulent pas d'une publication numérique au 1er juillet 2022, il est important d'adopter une délibération de votre organe délibérant préalablement avant le 1er juillet 2022 pour préciser quel mode de publication vous voulez mettre en place, soit affichage, soit publication papier, par dérogation à cette publication électronique. Et vous pourrez bien évidemment, par la suite, éventuellement modifier ce choix pour passer sur un tout numérique lorsque vous serez prêt dans ce cadre-là ou lorsque vous aurez la volonté d'y procéder. Également, il est prévu qu'en cas d'urgence, vous pouvez procéder par affichage. Toutefois, attention, il faudra bien évidemment par la suite, pour faire courir le délai de recours contentieux, mettre en place la modalité de publicité que vous aviez arrêtée. L'ordonnance a prévu également une règle particulière en cas de création de communes nouvelles qui regrouperaient des communes de plus de 3500 habitants, même si à notre sens le rédacteur parle de fusion de communes de manière impropre, mais je pense qu'il est concerné ici de communes nouvelles, c'est-à-dire on crée une commune nouvelle par regroupement de plusieurs communes dont aucune avait une population de 3500 habitants et plus. C'est-à-dire que la commune nouvelle, tout de suite, du fait de son regroupement, vous allez franchir le seuil et dépasser ces 3500 habitants, donc automatiquement être soumis à une publication de manière électronique. Et ici, le législateur a voulu prévoir une sorte de délai de grâce, un délai de 6 mois suite à l'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral portant création de la commune nouvelle pour décider du mode de publication qu'elle envisagera de mettre en place, c'est-à-dire donc on crée la commune nouvelle, le conseil municipal de la commune nouvelle issue de la fusion peut décider est-ce qu'on met en place une publication par affichage, papier, pendant ce délai de 6 mois, et c'est seulement à l'expiration du délai de 6 mois que pour les décisions non individuelles, elles seront publiées de manière automatique sur le site internet de la collectivité. Attention, ce délai de grâce n'est prévu qu'en cas de création de commune nouvelle. Il n'est pas prévu en cas d'évolution démographique de la commune qui la ferait passer au-delà de ce seuil, ferait franchir ce seuil de 3500 habitants. Donc, ici, petite synthèse de ces règles de publication qui sont modifiées. Donc, comme vous le voyez en haut, tout d'abord l'édition individuelle, là-dessus, pas de modification, c'est bien la notification aux personnes qui en font l'objet pour l'ensemble de ces décisions individuelles. Par contre, pour les décisions non individuelles, c'est là où on a un changement important. Donc, pour les communes de 3500 habitants et plus, les EPCI à fiscalité propre, les syndicats mixtes ouverts, départements, régions, ceux-ci n'ont pas le choix. On est sous publication sous format électronique sur le site internet de la collectivité, sauf en cas d'urgence, on peut faire un affichage, mais bien procéder à la publication électronique par la suite pour faire courir le délai de contentieux. Par contre, si vous êtes une commune de moins de 3500 habitants, un syndicat intercommunal ou un syndicat mixte fermé, là, c'est votre organe délibérant, le conseil municipal, le comité syndical, qui a le choix, qui doit décider de quel mode de publication vous allez mettre en place. Soit une publication papier, soit un affichage au siège de la collectivité, soit une publication sous format électronique, étant précisé que si vous ne délibérez pas, c'est ce modus operandi qui s'appliquera. Rassurez-vous, si vous loupez le coche, comme je l'évoquais le 1er juillet 2022, rien ne vous empêchera par la suite d'adopter une délibération pour modifier la publication sous format électronique pour revenir à une publication sous format d'affichage. Autre élément important, mais ici on est plus sur de la précision, puisque l'ordonnance et le décret ne remettent pas en cause les publications particulières qui peuvent être opérées pour certaines délibérations. Comme vous le savez, outre les publications que je vous ai évoquées ci-avant, certaines délibérations doivent également faire l'objet de publications complémentaires. En plus d'un affichage sur le site internet de la collectivité, on doit avoir un affichage complémentaire. Et ces affichages complémentaires n'ont pas été modifiés par l'ordonnance. Donc c'est pour ça qu'on se permet d'insister là-dessus. C'est notamment pour les délibérations qui approuvent une délégation, un contrat de délégation de service public, ou en matière d'intervention ou d'aide économique, ces délibérations-là doivent, en plus de ce que je vous évoquais d'une publication
sur le site internet des collectivités ou par affichage doit faire également l'objet d'une publication locale diffusée dans la collectivité. Cette règle n'a pas été remise en cause par l'ordonnance. Donc, il faudra bien également y procéder dans ce cadre-là. Là-dessus, j'attire également votre attention puisque l'ordonnance abroge l'article 5248 du CGCT qui prévoyait pour les EPCI cette publication complémentaire. Donc, si on fait une lecture rapide de l'ordonnance, on peut dire super, certes les communes sont concernées par cette publication complémentaire, moi EPCI, la disposition qui s'appliquait a été abrogée, je n'ai plus l'obligation de faire cette publication complémentaire. Non, 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 attention, à notre sens, cette disposition, enfin ces règles sont toujours applicables aux EPCI à fiscalité propre par renvoi, par l'application de l'article 5211-1 du CGCT qui renvoie à l'application de l'article L2121-24 du CGCT qui prévoit cette publication complémentaire. Donc, pour toutes les collectivités, attention, ces publications complémentaires restent applicables. Ensuite, l'ordonnance prévoit des modifications sur la transmission des actes au préfet. Gilles, je te laisse la parole. Alors, là, il s'agit plus de clarification que de véritables modifications, puisqu'en réalité, l'ordonnance du 7 octobre 2021 ne modifie pas le fond des dispositions relatives aux transmissions des actes. En revanche, l'ordonnance clarifie les questions d'obligation de transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité. La règle est assez simple. Pour les communes de moins de 50 000 habitants, c'est soit une transmission papier ou une transmission électronique, ce qui veut dire autrement, la transmission électronique n'est pas obligatoire. En revanche, pour les communes de plus de 50 000 habitants, pour les EPCI, les syndicats mixtes, les départements et les régions, la transmission électronique devient une obligation. Concernant les modalités techniques de transmission, le décret ajoute une possibilité de déroger à l'obligation d'employer un dispositif homologué. Les collectivités peuvent donc recourir à un dispositif qui ne serait pas homologué pour télétransmettre leurs actes au contrôle de légalité. Alors, la liste de ce dispositif est établie par arrêté. Par exemple, vous avez l'arrêté du 29 décembre 2021 à propos de la plateforme Plateau et qui précise que les applications Plateau et Actes sont interfacées afin de créer une continuité entre l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme et la transmission de la décision au préfet au titre du contrôle de légalité. Alors, pour, je dirais, synthétiser l'ensemble de ces règles sur le caractère exécutoire des actes des collectivités, puisque, vous le savez, les actes des collectivités sont soumis à sont potentiellement soumis à une obligation qui est une obligation à la fois de publicité d'une part et de transmission au contrôle de légalité d'autre part. Là, bien évidemment, les règles sont, je dirais, les suivantes. Pour les décisions individuelles qui sont soumises à transmission obligatoire au préfet, eh bien, le caractère exécutoire des actes intervient dès la notification aux personnes qui en font l'objet, plus l'accomplissement des formalités de transmission représentant de l'État. En revanche, pour les décisions individuelles qui ne sont pas soumises à l'obligation de transmission, eh bien, l'acte devient exécutoire à compter de sa notification aux personnes qui en sont les destinataires. Pour les décisions non individuelles, là aussi, il faut faire le départ entre celles qui sont soumises à une obligation de transmission au contrôle de légalité et celles qui ne le sont pas. Pour celles qui sont soumises à l'obligation de transmission, leur caractère exécutoire vient intervenir dès la publication de l'acte. Selon la collectivité, soit une publication sur le site internet, soit affichage, soit publication sur papier. Je renvoie à ce qui a été évoqué précédemment, plus bien évidemment l'accomplissement des missions des obligations de transmission. En revanche, pour les actes qui ne sont pas soumis à une telle obligation, eh bien, l'acte sera exécutoire dès sa publication. Je rappelle que le maire ou le président peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte. Sur ce point, pas de modification non plus. Deux mots pour finir des dispositions dérogatoires en matière de publication des documents d'urbanisme. Alors là, je le redis une fois encore, ces dispositions ne s'appliquent qu'à compter du 1er janvier 2023. Et là, ça concerne deux séries de documents, ce sont les SCOT
et les PLU, visés aux articles respectivement L143-24 et L153-23 du Code de l'urbanisme. Le principe qui est posé par l'ordonnance, c'est la publication sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L133-1 du Code de l'urbanisme. C'est ce qu'on appelle le géoportail urbanisme, bien connu des praticiens. Par exception, c'est là où l'ordonnance, je dirais, prévoit des exceptions dont le contour pourra peut-être donner lieu à des contestations ou à des débats, c'est soit en cas de difficultés techniques avérées, soit en cas de problème de fonctionnement du portail national de l'urbanisme. Bon, là aussi, ce que c'est qu'une difficulté technique avérée par qui, comment, mais bon, voilà en tout cas le dispositif tel qu'il est prévu. Là, on retombe sur le droit commun, c'est-à-dire on retombe sur les dispositions de l'article L2131-1 du Code général des collectivités territoriales, étant entendu que dans cette situation, l'établissement public concerné doit alors informer le préfet des difficultés rencontrées et que, en tout état de cause, alors bien évidemment, l'accomplissement des formalités prévues à l'article L2131-1 rendront exécutoire l'acte, mais en tout état de cause, dans les 6 mois suivant la date à laquelle le document d'urbanisme considéré est devenu exécutoire, il faudra bien qu'il y ait une publication sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L133-1 du Code de l'urbanisme. Voilà, je crois que nous en avons terminé et maintenant, place à vos questions. Merci beaucoup à tous les deux, Maître Le Chatelier et Maître Ray, pour cet exposé tout à fait clair, complet et en même temps synthétique. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Nous avons eu énormément de questions, donc malheureusement, nous n'allons pas pouvoir toutes les traiter ici. Et puis, il y a beaucoup de questions qui ont été traitées au cours de l'intervention également. Il y a quand même une question. Donc, on a parlé effectivement des collectivités de moins de 3500 habitants qui effectivement pouvaient avoir accès à un certain nombre de dérogations compte tenu de leur taille et de leur manque de moyens. Mais la question principale est-ce que cette ordonnance et ce décret vont-ils finalement imposer quelque part aux communes de plus de 3500 habitants, ou de moins de 300 habitants, à disposer obligatoirement d'un site internet? À court terme, non. Donc, de manière très claire, à court terme, non. À moyen, long terme, je pense que le sens de l'histoire va sûrement conduire ces collectivités un jour à devoir se doter d'un tel site, puisque je pense que la règle qui a été prévue aujourd'hui, puisqu'on a une dérogation formelle, des communes de moins de 3500 habitants, elles peuvent délibérer pour décider d'un mode de publicité des actes qui n'est pas sur leur site internet, mais on peut rester sur un modus d'affichage. Mais je ne suis pas certain qu'à moyen long terme, on n'aille pas dans une logique d'incitation à se doter d'un tel site internet pour procéder aux publications des actes. Mais en l'état du droit positif, mais également prospectif à court et moyen long terme, non, elles peuvent tout à fait rester sans site internet de la collectivité, même si on le voit en pratique, même de nombreuses collectivités de moins de 3500 ont un site internet, notamment pour d'autres modalités d'information des administrés, de communication. Parfois, le PLU peut être affiché également sur le site internet. Voilà, il y a différents éléments de communication vis-à-vis des administrés qui parfois peuvent pousser pour la mise en place d'un tel site internet pour les collectivités. Mais pour répondre précisément à la question, non. En l'état du droit, il n'y a pas d'obligation particulière. On ne serait pas en non-conformité légale si on n'avait pas de site internet pour une collectivité de moins de 3500 habitants, ce qui n'est pas le cas pour une commune de plus de 3500 habitants. Absolument. Alors, on avait avec nous quelques personnes qui appartiennent à des SDIS, qui ne sont pas concernés donc par la réforme, mais qui trouvent toutefois intéressant d'avancer sur le sujet. Donc, par rapport à ces établissements en particulier, est-ce qu'ils doivent laisser la signature électronique sur le registre des délibérations? Les SDIS, qui sont des établissements publics un peu particuliers, mais qui sont rattachés au département. C'est un établissement public
des départements, sauf cas pour la métropole de Lyon, le SDIS de la métropole de Lyon qui est rattaché à cette collectivité à statut particulier. Pour eux, à mon sens, ils n'ont pas d'obligation, comme je vous l'évoquais pour les départements et les régions, d'avoir un registre des délibérations particulier qui s'applique à eux. Donc, s'ils en ont mis un en place, il n'est pas soumis à ces obligations légales et ils peuvent, à mon sens, prévoir, appliquer ces dispositions de registre des délibérations de manière numérique. Attention, j'insiste, hein, en plus du registre papier et prévoir cette signature électronique. Étant précisé que la signature des actes, enfin des délibérations qui seraient adoptées par le SDIS, selon une jurisprudence constante, je ne pense pas que ça puisse entacher d'illégalité la décision adoptée. Là-dessus, on a toujours, comme vous le savez, hein, la célèbre jurisprudence d'Anthony qui nous permet d'établir que un vice afférent dans ce cadre-là, sur cette vice de procédure, n'entache pas d'illégalité la libération s'il n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision ou n'a pas privé les intéressés d'une garantie, ce qui ne serait pas le cas manifestement en l'espèce, on ne serait pas sur un vice substantiel. Alors, vous avez parlé en slide 15 de la fin du recueil des actes administratifs. On avait une question par rapport à ce recueil des actes. Est-ce que c'est ce qu'on appelle dans certaines communes le BMO, le bulletin municipal officiel? Ça a pu être cette dénomination là-dessus, potentiellement. D'accord. Et le BMO ne constitue pas l'appellation formelle de ce Oui. mais ça rejoint, à mon sens, ce recueil des actes administratifs qui ne concerne que le volet réglementaire des décisions. Et alors, sur les nouvelles modalités de publication des actes, vous avez parlé effectivement de l'auteur, en fait, de la rédaction des actes des collectivités. Et on nous demande, qu'entend-on par auteur? Est-ce l'agent qui a rédigé l'acte? Et pourquoi faut-il préciser cet auteur? Est-ce que c'est un problème de responsabilité? Parce que dans certaines collectivités, il y a différents agents qui rédigent les délibérations, mais qui, une fois adoptées, sont traités par un seul et même agent. Et donc, du coup, quel agent faut-il, dans ce cas-là, mentionner? Ça dépend de la nature de la décision. La personne concernée, ce n'est pas un agent, c'est le signataire de l'acte. L'auteur doit être interprété comme le signataire de la décision. D'accord. Si on est, par exemple, sur un arrêté accordant un permis de construire, par exemple, c'est le maire, s'il n'a pas accordé une délégation de fonction à l'un de ses adjoints, s'il a conservé cette attribution propre, ce qui est en pratique souvent le cas, c'est bien le maire qui va signer l'arrêté accordant le permis de construire. Et donc, il faudra préciser dans la décision publiée le nom, le prénom et la qualité du maire, ainsi que sa signature. C'est pour bien identifier l'auteur de l'acte. Si on est dans le cadre d'une délibération, à mon sens, ça sera la signature de cette délibération par, comme on l'a exposé, soit le maire, soit le président de l'exécutif, et la signature de celle-ci par le secrétaire ou les secrétaires de séance. C'est ces éléments-là qui devront être identifiés. Quand on parle d'auteur, c'est le signataire de l'acte concerné. Si on met à part, si vous voulez, la question effectivement des décisions qui résultent du délibératif, où là, je dirais la question est un peu différente. C'est une espèce de forme d'authentification, si je puis dire, du fait que la délibération a bien été prise et l'exécutif est le garant, quelque part, du fonctionnement et de la production normative du délibératif. En revanche, sur des actes qui résultent de décisions individuelles, non pas au sens de la décision individuelle contre la décision réglementaire, mais un arrêté du maire ou d'un adjoint. C'est aussi le moyen pour les administrés ou les destinataires de cet acte de s'assurer que l'auteur a bien la compétence pour signer l'acte. Et ça, c'est un point important au titre du respect de la légalité administrative. Bien sûr. Et puis, écoutez, nous arrivons en fin de session, mais je vais prendre une dernière question. Vous
vous avez effectivement mentionné dans un certain nombre de vos slides que les obligations de ce décret pouvaient obtenir certaines dérogations en cas d'urgence, mais l'urgence a-t-elle été clairement définie et est-ce qu'on a déjà des exemples d'urgence reconnus quelque part? En l'état, non, l'urgence n'a pas été définie. À mon sens, l'urgence sera plus sur une logique d'incapacité de procéder. Ça pourrait être dans un court temps, suite à l'entrée en vigueur de la réforme, l'incapacité de le mettre en place, mais je ne suis pas sûr que ça tienne très longtemps. Ça pourrait être, par exemple, vous avez un process, puisque vous adoptez une délibération, vous avez un process pour le transformer en PDF, le mettre en place sur votre site internet qui peut prendre un certain temps et vous avez besoin que votre délibération produise ses effets très rapidement. Donc ici, l'urgence pourrait être envisagée, à supposer qu'on puisse le démontrer. Donc ça pourrait être l'idée où si votre process de mise en ligne prend 2 ou 3 jours et vous avez besoin de produire des effets très rapidement, vous adoptez votre délibération, vous la télétransmettez dans la foulée, elle produit ses effets. Par contre, attention, il faudra bien la mettre sur le site internet, puisqu'à défaut, c'est le délai de recours contentieux qui ne commence pas à courir. Et donc, ça pourrait parfois, en termes de risque par rapport à certaines décisions adoptées, voilà, avoir un petit peu moins de visibilité en la matière. Mais on n'a pas de définition et ça pourra faire l'objet de discussions, le cas échéant, devant le juge, puisque cela pourra conditionner notamment mais pas forcément. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'incidence derrière, puisque pour déclencher les délais de recours contentieux, vous serez dans le cadre d'une publication numérique et non pas cette dérogation est plus pour des considérations pratiques, si vous voulez produire des effets d'une décision avant de déclencher le recours contentieux. Je pense qu'il faut plus le voir de la sorte. Et pour répondre précisément à la question, on n'a pas de définition de cette urgence. Très bien. Et puis, je ne résiste pas à une dernière question, même si voilà, je pense que la réponse est non. Mais par rapport à la réglementation européenne sur la protection des données, dans la protection des données personnelles dans les différentes délibérations et autres actes, faudra-t-il anonymiser certaines informations? Je pense qu'un nom, prénom, fonction ne font pas partie de ce qu'on peut appeler données personnelles, mais y a-t-il des besoins d'anonymisation spécifiques par rapport au RGPD? Ça dépend de quelles données il est envisagé. Il faut bien rappeler que les données des élus ou des agents dans le cadre de leur fonction, on n'est pas sur des données personnelles. On est vraiment sur des données publiques qui ne sont pas soumises à cette réglementation en la matière d'anonymisation de ces différentes données. Donc, par exemple, dans le cadre de la publication d'une délibération qui cite les différents élus qui prennent part aux différentes délibérations, on n'est pas sur cette logique d'anonymisation des données en la matière. La seule hypothèse où il pourrait avoir cette logique et encore, il faudra regarder très précisément la question, c'est si jamais on a des données sensibles dans le cadre de décisions adoptées qui concerneraient des administrés nommément visés dans des situations très particulières. Et il faudrait voir dans quelle mesure, mais là on serait plus sur des décisions individuelles qui ne font pas l'objet de cette réglementation. Donc voilà, je ne suis à regarder au cas par cas, mais je pense que dans la grande majorité des cas, pour répondre précisément à la question, il n'y aura pas de problématique RGPD, mais je pense que dans certains cas, il faudra regarder la question potentiellement précisément, même si les collectivités ont déjà dû se mettre, on doit avoir leur référent, leur DPO et l'ensemble de la réglementation applicable, même si voilà, on voit dans certains cas, ce n'était pas forcément le cas de partout. Parfait. Bah, écoutez, je vous remercie. Mon propos. Excusez-moi. Moi, je demandais juste à Gilles s'il voulait compléter mon propos là-dessus. Non, je crois qu'effectivement, la question des RGPD, c'est plutôt sur les destinataires ou les bénéficiaires des actes, où dans certaines matières, il faudra faire attention. Oui, et il y a quelqu'un qui mentionne effectivement l'apparition du nom d'un agent pour le versement d'une indemnité en cas de rupture conventionnelle.
ça peut être effectivement là un cas spécifique où l'anonymisation peut être envisagée. Tout à fait, ça me paraît tout à fait le cas. Ça peut être, et puis, enfin, moi je pense à un certain nombre de domaines un peu sensibles, hein, notamment par exemple dans la sphère sociale, où, enfin, faire apparaître publiquement des données relatives à un certain nombre d'attributaires de tel ou tel Oui, type de bénéfices de dispositifs sociaux est à l'évidence problématique. bien sûr. Très bien, ma chère maître, je vous remercie encore une fois tous les deux pour cette intervention. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Rendez-vous donc le 5 juillet prochain pour un nouveau webinaire La Gazette des communes en compagnie également du cabinet Adaltis sur donc l'organisation des élections professionnelles. Très bon appétit à tous, à bientôt et encore merci au cabinet Adaltis pour sa participation et ses précisions. Merci à vous. Merci à Au vous. revoir, à Bonne très vite. journée. Au revoir.